Bonjour à tous. Il est bientôt 14h30 et nous allons démarrer. On va laisser le temps aux derniers participants de nous rejoindre. Le compteur monte vite là, à l'arrivée de l'heure prévue. Encore quelques secondes et on démarrera. Voilà. Les retardataires nous rejoindront en cours de route. On va pouvoir démarrer. Alors, je vous dis d'abord bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. En ces temps de confinement, j'espère d'abord que tout le monde va bien, vous, vos proches. Et donc, bienvenue à ce webinaire qui concerne le positionnement respectif de l'ATDD visuel et du BDD Gherkin, et plus largement, les bonnes pratiques du test en agile dans le contexte des applications du système d'information d'entreprise. Alors, quelques informations logistiques, comme d'habitude. Le webinaire alternera présentation et échange questions-réponses. Il durera environ 30 minutes, ce qui laissera 10 à 15 minutes pour les questions et les réponses en fin de session. Pour poser les questions, même pratique qu'habituellement, vous utilisez la partie questions-chat qui se trouve dans la console. En général, c'est en haut à droite de votre écran. Et puis, avant de quitter le webinaire, nous aurons un petit sondage et je vous remercie de l'évaluer, de nous évaluer en répondant à l'enquête juste à la sortie de la connexion. Ça se présentera à vous automatiquement. Alors, qui est présentateur de ce webinaire aujourd'hui? Bien, c'est Bruno Lejard, donc, qui est professeur à l'Université de Franche-Comté, cofondateur de Smart Testing et également au sein du board du CFTL et de l'ISTQB. Un petit mot sur Smart Testing. Nous sommes donc un éditeur de logiciels français, spécialiste du test logiciel et plus particulièrement des solutions de test destinées aux équipes de test du système d'information d'entreprise. Le cœur d'expertise de Smart Testing, c'est le modèle-based testing et plus largement la capacité à associer des représentations visuelles et du test, qu'on appelle souvent aussi test design automation. Et puis, nous développons très fortement nos savoir-faire et nos produits pour y intégrer des technologies d'intelligence artificielle, évidemment au service du test logiciel, et nous fournissons des solutions pour aider les entreprises à se transformer en mode agile et en particulier à transformer leurs équipes de test en mode agile. Et nous sommes, pour ce faire, l'éditeur de deux produits, Yest, qui se présente en deux éditions, Yest Team et Yest Enterprise, et puis la solution Orbiter. Voilà, mais sans plus attendre, je vais laisser Bruno vous parler du sujet du jour et en particulier en commençant par le plan de la présentation d'aujourd'hui. À toi, Bruno. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci Michel pour cette introduction. Donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec tout le monde, avec les participants sur ce sujet qui fait partie des sujets, je dirais, importants aujourd'hui dans la transformation des pratiques dans le contexte de l'agilité, ATDD visuel par rapport à BDD
Gherkin. Alors, peut-être d'abord dire que ce webinaire s'inscrit dans la continuité du blog que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps sur la taverne du testeur. Donc, il y a une forme écrite, mais que là, ce qui va être intéressant, c'est bien sûr qu'on va pouvoir échanger. Donc, sur la deuxième partie. Donc, l'objectif, c'est vraiment de clarifier. C'est-à-dire que ces concepts sont des concepts émergents, les organisations changent leurs pratiques, intègrent donc des pratiques plus collaboratives, où la scénarisation des tests, on va le voir, devient un élément important de l'expression du besoin. Et ça, ceci constitue les piliers de la TDD et du BDD, mais maintenant, on voit qu'il y a différentes façons de le mettre en œuvre, et en particulier ce qu'on appelle la TDD visuelle et le BDD Gherkin. Donc voilà, notre objectif, c'est de rentrer dans ces détails-là, d'être le plus clair possible et de l'illustrer donc sur un exemple. Alors, peut-être là, pour introduire un peu le sujet, on est vraiment dans cette question de l'évolution des pratiques de l'expression du besoin, hein, qui sont aujourd'hui pilotées par l'organisation des projets en agile, c'est-à-dire en équipe réduite, avec les différentes contributeurs, hein, à la fois non techniques, le métier, qui sont les sachants métiers, les testeurs et les développeurs. Et ce qui est aujourd'hui au cœur de cette transformation, c'est l'importance qui apparaît aujourd'hui dans le rôle de la scénarisation des tests pour renforcer l'expression du besoin. Alors, on va rentrer dans le détail, hein, puis les exemples sont là, mais lorsqu'on regarde l'évolution des pratiques au travers des enquêtes qui sont faites sur les pratiques des tests, l'évolution de ces pratiques dans le contexte de l'agilité, là, je vous ai mis une copie d'un syllabus, donc d'une nouvelle certification ISTQB très récente, qui est maintenant disponible en français, donc testeur technique agile, qui a un niveau avancé. Eh bien, vous verrez que dans ces corpus de connaissances, dans la transformation des pratiques, dans l'état de l'art, on va dire, eh bien, les pratiques de BDD et d'ATDD apparaissent comme des éléments importants pour les testeurs, mais au-delà pour l'ensemble de l'équipe. Alors, ça apparaît comme des pratiques importantes, les évolutions sont rapides et en même temps, ça a besoin d'être un peu clarifié. Et c'est ce que, voilà, on va essayer de faire ici. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, lorsqu'on parle d'utiliser donc la scénarisation des tests pour renforcer l'expression du besoin, donc, eh bien, finalement, ça s'établit autour de trois phases, de trois temps. Le temps de la discussion, c'est-à-dire de l'échange qui va permettre de challenger l'expression du besoin et de sa solution. Comment, à partir de l'énoncé du besoin, on va converger finalement sur une fonctionnalité qui se décrit en termes de user story à un moment donné. Comment on va la clarifier. Et à partir de cette discussion, et en travaillant sur des cas exemples, c'est vraiment le mot-clé, travailler sur des exemples de cas d'usage, eh bien, on va formuler des scénarios de test correspondants. C'est-à-dire qu'on va renforcer, clarifier et finalement formaliser même d'une certaine façon, donc l'acceptation, les critères d'acceptation au travers des scénarios de test. Et là, nous, on va parler de deux formats. Le format que vous connaissez sûrement, vous avez entendu parler de BDD. Et aujourd'hui, BDD, qui est d'abord une approche, BDD voulant dire Behavior Driven Development, qui est une approche justement de formalisation des comportements attendus sous forme de scénario, eh bien, est aujourd'hui associé au travers, entre autres, de l'environnement Cucumber, eh bien, du format Gherkin, c'est-à-dire d'un format textuel, écrit en trois temps, given étant donné, lorsque, le when, alors, c'est-à-dire des scénarios de test qui vont être structurés textuellement, mais de façon compréhensible. Et puis, on a une autre façon d'appréhender les choses qui est de pouvoir définir finalement les workflows d'usage
Et ces workflows d'usage, workflows de test, vont permettre de dialoguer au travers du visuel, au travers du graphique. Donc, c'est finalement deux formats, hein, deux formulations différentes. Et c'est là-dessus sur ça qu'on va un peu mettre le focus pour voir finalement les similarités et les différences. Alors, le troisième temps, c'est le temps de l'automatisation, parce qu'on est dans des logiques évidemment d'accélération des mises en production et évidemment de pouvoir créer des tests de non-régression, des tests de régression automatisés qui vont nous permettre de backuper et d'assurer donc nos mises en production au fil du temps. Voilà le contexte, hein, ce contexte de partage de l'expression du besoin avec les parties prenantes. Hein, je réévoquerai les ateliers Tres Amigos, c'est-à-dire la collaboration finalement entre la partie métier, y compris bien sûr le product owner, hein, qui est au cœur de ça, les testeurs et les développeurs. Alors, si on rentre un petit peu plus disons dans le cœur de la pratique, hein, c'est-à-dire au travers de ces ateliers, Tres Amigos, qui sont un moment de formalisation, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur des pratiques complémentaires. Hein, on va le voir dans les formalisations, dans l'exemple qu'on a pris pour ce webinaire juste après, que sont les personas. Les personas, c'est une pratique aujourd'hui classique hein, que un certain nombre d'entre vous connaissent, mais qui consiste à définir des stéréotypes d'utilisateurs, à les incarner. Les incarner, ça veut dire qu'on va leur donner finalement un visage, des caractéristiques qui vont permettre d'être très concrets dans les cas d'usage. Parce que le mot-clé, dans cette pratique d'affinage du besoin, c'est de s'appuyer sur des exemples concrets. Il faut traduire le besoin, il faut le challenger à partir des exemples concrets, et les exemples concrets, donc les cas d'usage, hein, les exemples concrets d'usage, vont donner la scénarisation, vont être le porteur de la scénarisation des scénarios de test. Et évidemment, ça se fait en équipe, et le fait de l'appuyer sur des exemples concrets, l'appuyer sur des profils d'utilisateurs, c'est évidemment un plus. Alors, l'idée, c'est de comparer les deux approches. Ce slide n'est pas fait pour être lu parce que nous allons rentrer dans le détail juste après. En fait, vous voyez à gauche la version ATDD visuel, c'est-à-dire une version où on va avoir un workflow. On verra aussi que le workflow est complété par des tables qui vont être des tables à la fois décrivant les cas, mais aussi les informations de test. Et puis qu'on a ce format Gherkin qui est un format de scénarisation textuelle, given donnant le prérequis du test, quelle est la situation, la clause lorsque, when, qui va donner les actions finalement du test, et puis évidemment la clause then, alors, qui va donner le résultat attendu. Donc c'est ça qu'on a envie de comparer maintenant, pour que voilà, ça soit clair, que vous voyez quels sont les positionnements respectifs, et puis dans quel cas est-ce que c'est pertinent d'utiliser l'un. Alors, prenons un exemple. Cet exemple, on l'a voulu assez simple, hein, bien sûr, mais en même temps, un exemple facile à comprendre. Donc, l'exemple, c'est une gestion de déplacement. Donc, gérer ces déplacements, c'est gérer l'autorisation du déplacement, c'est gérer les remboursements des frais de déplacement. Donc, un processus métier finalement assez classique hein, dans une entreprise, auquel la plupart d'entre nous avons affaire à ça. Lorsqu'on se déplace, on est content d'être remboursé à la fin de la mission, une fois qu'on est revenu. Donc, si on lit l'expression de la fonctionnalité, qui est une expression minimale, hein, une forme de fonction minimale, la fonctionnalité permettra de créer une mission par le salarié, de valider la mission par le manager, et puis de procéder au remboursement des frais de déplacement par le service. Donc, on a un intitulé dont on voit qu'on va pouvoir s'en saisir en équipe pour, imaginons que ce soit l'extension d'une application RH interne à l'entreprise. On a besoin de développer cette nouvelle fonctionnalité et donc on va partir vers l'affinage de l'expression du besoin. Alors, on va d'abord voir comment
la démarche d'ATDD visuel va nous y aider. Et puis ensuite, on verra comment, où se place, de façon, avec quelle complémentarité, donc le BDD Gherkin peut aussi nous y aider. Alors, là, on a un workflow de test qui est un petit peu plus visible. Donc, peut-être la première chose que je vais commenter, c'est les personas. Vous voyez, donc, la partie persona, vous voyez, c'est en fait du commentaire qui était rajouté simplement pour indiquer que finalement, dans ce workflow, qui représente, vous allez voir les cas que je veux tester, hein, les situations que je veux tester, eh bien, de fait, il y a trois utilisateurs du système qui ont des rôles différents. Ça se trouve comme ça, hein, c'est lié à cette application-là, et ça nous a paru, enfin, ça paraît à l'équipe important de pouvoir préciser donc ces différents rôles. Et puis, comme on utilise dans le projet des personas, ben, évidemment, on a associé aux personas. Donc, le salarié, le persona est Pierre, le manager, le persona est Emma, et le service RH, le persona est Jules. Donc, ça, c'est du commentaire qui rappelle un peu nos personas. Maintenant, le point qui va être un point de discussion, enfin, le workflow que l'on va discuter, correspond à l'ensemble des étapes que doit mettre en place et qui vont aussi, bien sûr, devoir être testées. Donc, on a la demande de déplacement, la validation de la demande, donc la demande par le salarié, la validation par le manager. Cette demande peut être refusée. Alors, bien sûr qu'elle peut être redemandée et je pourrais imaginer qu'elle reçoit, que je retourne sur la validation, sur la demande si je souhaitais, par exemple, tester ce cas-là. Mais si on continue, on voit que, bien sûr, qu'au retour de la mission, on a la demande de remboursement par le salarié, le service RH fait la vérification, demande éventuellement au salarié de modifier sa demande de remboursement, parce que typiquement, il manque tel ou tel reçu, hein, on a tous connu ça, qu'il faut des précisions supplémentaires, mais voilà, on le fait. Et puis ensuite, calcul du remboursement et paiement du salarié. Donc, vous voyez, le workflow test, si finalement on se repenche un instant sur la fonctionnalité, le workflow test représente le workflow, les cas d'usage, parce qu'on va compléter ça avec les cas qui vont nous intéresser individuellement, et bien représente l'ensemble des scénarios de test qui vont nous intéresser. Alors, cette table est la table qui est associée à la validation de la demande par le manager. Et bien sûr qu'on pourra considérer d'autres tables. Par exemple, il y a des règles de gestion relatifs au paiement des remboursements de frais de déplacement, hein, par exemple concernant les frais de véhicule personnel. Et bien tout ça va correspondre à des règles de gestion que je vais vouloir tester. Donc, le workflow test sous sa forme graphique est complété de tables qui représentent les règles de gestion. Les règles de gestion, alors, qui là s'expriment finalement de façon assez simple, puisque j'ai deux finalement grands cas. J'ai le cas où la demande est acceptée, validée, et le cas où la demande de déplacement est refusée, mais dans les discussions avec l'équipe métier, avec l'équipe RH, il est apparu qu'il fallait que ce refus puisse être explicitement argumenté avec des motifs prédéfinis qui sont que ça peut être trop coûteux, le déplacement est trop long, c'est des exemples de règles métier. En tout cas, ça fait partie des discussions, ça fait partie de ce qui doit être implémenté du point de vue de la solution et évidemment de ce qui doit être testé. Donc vous voyez, on n'a pas encore d'implémentation, on est bien dans la scénarisation des tests pour renforcer l'expression du besoin, mais on a su rentrer dans ce niveau de détail parce que il se trouve que ces règles de gestion intéressent les métiers
et ils souhaitent les tester. Donc évidemment, il nous faut des scénarios. Alors, le workflow correspond à plusieurs, va spécifier d'une certaine façon plusieurs scénarios. Vous voyez, là j'ai un surlignage en vert d'un scénario particulier, mais vous voyez bien que si on prend les chemins de ce workflow, ben, il y a un ensemble de scénarios intéressants, comme par exemple le cas de du refus de la demande, que pour la demande de déplacement validée, il y a bien sûr les cas qui peuvent nous intéresser du point de vue des différents motifs. On peut avoir envie de tester ça ou pas, mais en tout cas, ça fait partie de ce que on peut couvrir en termes de tests à partir de ce qui est spécifié dans ce workflow. De la même façon qu'évidemment, on va pouvoir couvrir une demande de modification de la demande de remboursement, hein, vous savez, qui n'est pas couvert dans ce schéma-là. Donc, le point que je vais souligner ici, c'est qu'à partir du workflow test, eh bien, finalement, on spécifie un ensemble de scénarios de test et pour lequel on peut évidemment décider de ceux qui seront pertinents du point de vue métier. Pertinent voulant dire, par exemple, d'avoir couvert l'ensemble des règles de gestion, ce qui est très naturel. Et si ces règles de gestion sont associées à des exigences ou associées à des user stories, parce qu'on va continuer à affiner et créer des user stories, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est la couverture de l'ensemble des workflows modulo, la couverture des règles de gestion, des exigences et des user stories. Donc, on a cette vision globale, hein, je reviendrai là-dessus dans la comparaison avec le VDD Gherkin. Alors, ce que vous voyez là, qui est une documentation du test précédent, où on a donc des actions de test, des résultats attendus, avec les rôles, qui fait quoi, ici, et les différentes actions. On peut imaginer que le testeur ait ouvert sur 3 navigateurs l'application avec trois rôles différents. Eh bien, cette vue textuelle est générée. C'est-à-dire que dans les tables que je vous ai montrées, dans l'exemple de table qu'on a vu précédemment, il y a à la fois les règles de gestion et puis la documentation factorisée, hein, puisque c'est des actions de test factorisées correspondant aux actions et aux résultats attendus. Alors, voilà, ça nous donne une première vue, hein, de la vision ActTDD visuelle, c'est-à-dire finalement cette scénarisation au travers d'un workflow de test. Et on va s'intéresser maintenant à comparer, à positionner par rapport au BDD Gherkin. Alors, vous avez un scénario Gherkin, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est une mauvaise idée de faire ça. C'est une mauvaise pratique. C'est-à-dire que vouloir créer un test applicatif, scénariser un test applicatif long en BDD Gherkin nous conduit finalement à des choses qui sont un texte, un objet Gherkin, difficile à lire et compliqué à maintenir, et finalement aussi qui va pouvoir potentiellement poser des problèmes d'automatisation. Donc, vous voyez, ce n'est pas la bonne pratique. C'est-à-dire que par rapport au scénario applicatif qu'on va obtenir, eh bien, les bonnes pratiques en Gherkin vont être d'être beaucoup plus atomiques. Ce qu'on va chercher à faire, c'est finalement s'intéresser aux critères d'acceptation de la user story. Par exemple, vous voyez ici, j'ai un critère d'acceptation. Dans le cas de la validation, plus exactement ici, du refus du déplacement par le manager, le critère d'acceptation où la demande est refusée parce qu'il y a un motif qui est prédéfini, qui est trop coûteux. Et vous voyez, ça c'est très précis. C'est-à-dire que en tant que manager, et là le rôle est CMA, si lorsque une demande d'un salarié de mon équipe
a été réalisé et que je considère que cette demande est trop coûteuse, alors je peux donc refuser. Donc je refuse la demande et on a bien un scénario de test très précis par rapport à un critère d'acceptation, très précis lui-même, qui est le refus de la demande pour motif trop coûteux. L'approche BDD est une approche qui va travailler au niveau du critère d'acceptation pour apporter la scénarisation décrivant le critère d'acceptation ou scénarisant ce critère d'acceptation du point de vue d'un cas exemple pour lequel il sera intéressant, pertinent de réaliser un test. Donc vous voyez, là où on avait une vision qui s'intéresse à la fonctionnalité, qui va élaborer donc finalement un workflow visant à une vision du processus qu'on est en train de tester, du workflow qu'on a, du parcours applicatif, on parle de parcours applicatif. Eh bien, dans un cas, on va s'intéresser au parcours applicatif avec sa mise en contexte et puis les différents aspects du parcours. Et dans l'autre cas, eh bien, on va être intéressé aux critères d'acceptation et à scénariser le critère d'acceptation. Donc, alors, je vais revenir un peu là-dessus pour qu'on réfléchisse et qu'après on puisse échanger sur justement ces positionnements différents. Mais peut-être commençons d'abord par synthétiser finalement ce qui est semblable entre l'ATDD visuel qui va donc s'appuyer sur la formulation, puisqu'on utilise ce mot formulation à partir donc d'un workflow, c'est-à-dire d'un schéma graphique d'enchaînement des activités sur le système, et avec des exemples et des cas précis décrits dans les tables. Eh bien, ce qui est semblable, c'est que on est dans la même démarche fondamentalement de scénarisation des cas d'usage. On est dans la même démarche de collaboration. On est dans le même cycle d'échange parce qu'il n'y a pas de formulation sans qu'au préalable on ait compris, on se soit compris, on ait discuté et la formulation va permettre de vérifier que, bien, évidemment, le scénario, le cas est bien celui-là, c'est celui-là qu'on travailler sur l'alignement et puis évidemment sur la création des tests. Et dans les deux approches, on est évidemment intéressé par produire des scripts automatisés. Et cette automatisation, dans les deux cas, elle utilise les mêmes principes, c'est-à-dire de pouvoir de pouvoir faire le lien, entre les mots d'action qui sont utilisés dans le scénario, et les mots-clés de l'automatisation, qui sont donc des fonctions d'automatisation qui vont être utilisées dans un ensemble de scénarios, de scripts de test. Et puis évidemment, une autre bonne approche, c'est l'approche à côté de l'approche qu'on appelle Keyword Driven Testing, l'approche par mots-clés, eh bien on a aussi l'approche Data Driven Testing, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer donc sur des données. Donc vous voyez, ça, c'est semblable. Ça, ces éléments-là, de scénarisation, de collaboration, de cycle discussion, formulation, automatisation, de keyword-driven testing, de data-driven testing, c'est finalement le même ADN. Après, évidemment, ce qui est différent, c'est le format d'expression. Mais finalement, le format d'expression, on est textuel, on est graphique, visuel dans l'autre cas, c'est un élément. Mais le plus important, c'est la différence de perspective. C'est-à-dire que l'ATDD visuel est une pratique qui va être utile pour appréhender le besoin à un niveau de granularité de la fonctionnalité minimale, enfin un certain niveau de granularité, pour aider justement à finalement partager les workflows métiers, partager les cas d'usage et scénariser les tests à partir des cas d'usage. L'approche BDD Gherkin, et bien sûr les environnements qui vont avec, va être utile lorsque on va être dans l'affinage de la user story, au niveau du critère d'acceptation de la user story unitaire, pour justement
scénariser de façon atomique ce critère d'acceptation. Donc, vous voyez, c'est les mêmes approches, mais qui se situent à un niveau et dans une perspective légèrement différente. La TDD visuelle se situe dans une vision un peu plus globale, et puis donc le BDD Gherkin se situe dans cette précision, enfin, dans ce détail de la user story. Alors, après, il y a un point qui est important dans l'évolution des pratiques actuelles, c'est la question de la documentation vivante du produit. C'est-à-dire, dans quelle mesure ces scénarios, et dans le contexte des visuels et workflows graphiques, ou bien donc les scénarios Gherkin, peuvent être utilisés, capitalisés comme finalement une documentation de ce qui est implémenté. Et là, on voit bien aussi que cette capitalisation, elle se fait à un niveau différent. C'est-à-dire que les workflows de la TDD visuelle sont des workflows qui vont couvrir des parcours applicatifs, alors qu'on va être plutôt au niveau de la règle de gestion, dans le détail de la règle de gestion, au niveau des scénarios Gherkin, c'est-à-dire comment telle règle de gestion est implémentée, c'est-à-dire comment tel critère d'acceptation. Donc, vous voyez, deux niveaux différents qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent être, qui finalement vont bien sûr dépendre de votre contexte. Alors, essayons de projeter ça finalement sur l'expression du besoin et comment ça intervient dans les différents niveaux d'expression du besoin. Et ce que j'ai mis ici, c'est finalement des pratiques classiques, qui sont les pratiques d'ingénierie des exigences adaptées à l'agilité, au sens où on va partir d'une feature. Il y a un concept qui est bien défini maintenant, qui a été défini par l'Alliance Agile, qui est celui de minimum marketable feature. Alors, c'est quoi le minimum marketable feature? C'est défini, j'ai repris la définition de l'Alliance Agile, comme une fonctionnalité minimale qui fait sens pour le métier. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a une feature, une fonctionnalité qui, en tout cas, a du sens, correspond à une valeur délivrée et un moment d'expression du besoin qui permet une compréhension mutuelle entre à la fois les sachants métiers, les product owners, et puis l'équipe. Et puis évidemment, on va faire un travail d'affinage en particulier qui va permettre, au travers des user stories, de créer évidemment au travers la planification du projet, puisque ça va nous permettre d'associer les user stories au sprint, évidemment, et que par ailleurs, on va, avec les critères d'acceptation, donc raffiner les user stories. Mais vous voyez, on a besoin de ces trois niveaux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une appréhension à un moment donné d'une feature avec un certain niveau de granularité pour qu'après, on puisse l'affiner en user story qui elles-mêmes sont sont affinées par les critères d'acceptation. Alors, si à partir de cette vision un peu descendante de l'analyse de besoins, je place les éléments dont on discutait tout à l'heure, clairement, le workflow, qui est le workflow initial, l'image n'est pas forcément très visible sur votre écran, mais ça correspond au workflow de test, au parcours applicatif donc, que l'on a discuté tout à l'heure. Eh bien, il va se situer au niveau de cette feature. Là, tout à l'heure, c'était au niveau de cette fonctionnalité minimale là, qui était donc la validation, enfin le processus finalement de déplacement. Les tables qui vont documenter ce workflow, qui vont en particulier définir les cas, vous voyez, chaque ligne correspond à un cas de test en fait, qui va nous intéresser, eh bien, vont bien se situer, elles, au niveau des user stories. C'est-à-dire qu'on va avoir finalement les différents critères d'acceptation qui vont être exprimés et scénarisés lorsqu'on produira les tests au travers donc on va formuler ça. La formulation des critères d'acceptation des user stories se fait au niveau des tables et d'ailleurs la traçabilité entre les user stories et le workflow se fait au niveau des tables, logiquement, parce que c'est bien là qu'est le niveau
de périmètre couvert. Et là, on voit 2 user stories, une autre étant, par exemple, sur le fait que la personne RH demande de refaire le demande de remboursement. Lorsque on travaille en BDD Gherkin, là, on a plusieurs scénarios, scénarios Gherkin qui ont été définis. Et ces scénarios Gherkin vont traiter d'une user story et pour cette user story, traiter différents critères d'acceptation. Et donc, voilà, les choses ont cette articulation différente avec finalement un niveau d'appréhension de l'expression du besoin qui va être plus global, de plus haut niveau pour les workflows, pour la TDD visuelle, et avec un niveau plus orienté sur le critère d'acceptation pour le BDD. Bon, alors, on approche de notre idée, c'est d'ouvrir un peu les échanges. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on a dit? Finalement, excusez-moi, non, je ne suis pas encore sur la synthèse finale. J'étais sur un coup d'œil sur l'automatisation. J'ai failli perdre le fil. Donc, je reviens un instant sur l'automatisation pour redire finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de ces scénarios, eh bien, on est intéressé par leur automatisation, ou pas d'ailleurs, puisque en particulier pour les tests applicatifs, peut-être que ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une bonne couverture de tests manuels. Mais on peut aussi vouloir en sélectionner certains pour compléter les tests de régression de notre automatisé. Eh bien, la démarche, comme je l'expliquais, est similaire. En ATDD visuel, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est finalement de sélectionner les scénarios à travers des parcours applicatifs qui vont être les plus pertinents du point de vue métier pour être automatisés. Donc, on peut finalement faire une sélection. Quels sont les tests que je veux in fine conserver dans ma base d'automatisation? Et évidemment, à ce moment-là, l'idée, c'est bien qu'il y ait une forme de passage de relais, puisqu'on sait faire le lien entre, et c'est vrai dans les deux approches, on sait faire le lien entre l'expression de l'action de test du point de vue de la scénarisation, ATDD ou BDD, et puis l'implémentation concrète dans le code de test du keyword. Donc, de ce point de vue-là, les deux approches sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a génération en tout cas, en ATDD visuel, il y a génération des scripts, et si on utilise du Cucumber, on va être dans un framework d'automatisation Cucumber dans lequel les features, c'est-à-dire les actions du scénario textuel, vont être liées avec du code d'implémentation. Bon, je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur cette image. Cette image, c'est quoi? Eh bien, c'est la génération du script à partir du scénario que vous aviez vu. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la vue textuelle. Eh bien là, c'est une vue scriptée. Et dans les deux cas, c'est généré. C'est-à-dire qu'à partir de la scénarisation, on obtient la documentation textuelle et le script. À partir de ce script, eh bien, les différentes actions de test doivent être implémentées, correspondent à des keywords dans notre framework d'automatisation. Ici, le framework d'automatisation cible, c'est Robot Framework, et Robot Framework permet justement, a été fait pour gérer une approche de type keyword driven testing, c'est-à-dire où on va essayer de mutualiser le plus possible ces mots d'action, on va paramétrer les mots d'action, les keywords, pour essayer d'avoir un code de test le plus maintenable possible. Alors, pour synthétiser, l'ATDD visuel va cibler les tests applicatifs interapplicatifs.
à partir des cas d'usage autour d'une fonctionnalité. Les workflows sont capitalisables, doivent être capitalisés sous une forme, constituent une documentation vivante. Alors pourquoi une documentation vivante? Encore une fois, parce que quand les tests sont exécutés, les tests sont faits pour être exécutés, et bien évidemment, s'il y a des désalignements entre les tests et l'application, ça veut dire qu'on va mettre à jour le test, et donc en l'occurrence le workflow, et donc il y a une garantie que les workflows sont en permanence corrects et représentent effectivement ce qui est dans l'appli. Et c'est la même chose pour les scénarios given when then, c'est-à-dire que l'exécution automatique en Cucumber, par exemple, des scénarios given when then, fait qu'on a une garantie que ces scénarios sont bien alignés, puisque s'ils échouent, on les maintient, etc. Donc, ce sont ces idées qui sont derrière aussi, c'est-à-dire de pouvoir non seulement renforcer l'expression du besoin, mais créer une documentation vivante qui s'exprime à des niveaux différents entre ATDD visuel et BDD. Voilà. Alors, pour finir, un schéma, c'est mon dernier slide, on va pouvoir échanger, je dirais, avec vous, avec les personnes intéressées. Donc, qu'est-ce qui nous dit schéma global? Finalement, qu'on a une appréhension de l'expression du besoin par les analystes métiers et le product owner qui travaillent dans leur environnement habituel de gestion du backlog, par exemple en Jira, que l'affinage de ce besoin au travers des workflow tests dans le contexte de la TDD visuelle bien se fait lors d'ateliers. C'est un travail collaboratif. Alors, on imagine très bien, et c'est d'ailleurs le cas dans le BDD Gherkin, que le propriétaire, c'est-à-dire la personne qui va maintenir les workflows de test, soit le testeur, c'est vraiment naturel, puisque c'est finalement un artefact, les workflows sont faits pour créer les tests, les maintenir, mais pour autant, c'est bien l'atelier et la collaboration qui va donner son acuité, c'est-à-dire qui va permettre de discuter des détails, des règles métiers à tester, des cas précis, de la façon dont les différents profils d'utilisateurs sont impliqués dans les différents cas d'usage. Et ça, c'est porté par l'équipe. Et en particulier, c'est au travers des stages en métier qu'on va bien valider ces workflow tests. Mais les workflow tests sont exploités par les testeurs qui vont assurer par leur savoir-faire la couverture de tests, qui vont assurer la documentation des tests, qui vont assurer donc la génération des scripts de telle façon que, travaillant avec les automaticiens ou un développeur, eh bien, on puisse exploiter au mieux donc, le framework d'automatisation. Voilà. Et puis évidemment, des tests, pourquoi ça reboucle? Eh bien, parce qu'on est en flux continu, ou en tout cas avec un flux qui fait que les feedbacks issus du test vont amener à affiner des éléments, à les compléter, et puis évidemment à faire avancer l'application. Voilà. Donc, le propos ici, c'était qu'on puisse rentrer dans le détail de ces deux pratiques qui partagent le même ADN, des pratiques collaboratives, des pratiques d'utilisation de la scénarisation des tests comme outil de renforcement, d'explicitation du besoin, qui ouvrent vers l'idée de documentation vivante et qui en même temps sont différentes parce que non seulement par le formalisme utilisé, mais surtout par finalement la mise en perspective qu'elles offrent qui sont différentes dans les deux cas. Voilà, puisque, voilà, comme on a vu, on peut tourner sur une vision un peu plus globale, un niveau un peu plus élevé, et puis le BDD tourné vers le critère d'acceptation et le user story. Voilà, donc j'ai fini pour la partie présentation. C'est avec plaisir que j'échangerai en fonction de vos réactions et de vos questions. Michel, je te laisse reprendre la main par rapport à la question du bâton de parole. Ouais. Exactement. Donc, on va prendre les questions qui ont été posées. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer d'en poser. On a déjà
passer à peu près 3/4 d'heure ensemble, mais on peut prendre les 5-10 minutes supplémentaires pour répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Alors, je vais en prendre une là qui nous est arrivée et qui dit qui définit la TDD, l'équipe, et qui définit le BDD, le PO, point d'interrogation, sachant que j'ai l'impression que la TDD, c'est plutôt la partie graphique et le BDD, c'est peut-être plutôt un aspect critère d'acceptation user story. Donc, je te laisse répondre, mais j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse. C'est plutôt le PO qui va représenter la partie graphique globale et d'ailleurs plutôt les tres amigos ou les 4 amigos maintenant, puisqu'il faut intégrer la partie opération, Ops, et c'est plutôt les testeurs qui vont aller dans le détail de la user story et représenter en ATDD visuel avec l'étape de décision les user stories et les règles de gestion qui y sont associées. Plutôt l'inverse d'ailleurs, les règles de gestion et les user stories qui y sont associées. Tu es d'accord avec ça, Bruno? Oui, je te dirais que en fait, la question de la mise en œuvre de ces deux pratiques dépend du contexte. C'est-à-dire que si dans le contexte applicatif, eh bien, on a un intérêt à scénariser les workflows, c'est-à-dire les parcours applicatifs, eh bien, le parcours applicatif s'exprime très bien graphiquement. Et le workflow, donc, qui exprime le parcours applicatif ou les parcours applicatifs, va permettre de se mettre d'accord. Lorsque on est plus intéressé au moment de l'affinage de chaque user story dans scénariser le critère d'acceptation, ben là c'est du BDD. Donc effectivement, on peut considérer que les fonctionnels, les analystes métiers et PO, sont plus à l'aise avec un niveau parcours applicatif qu'avec un niveau de détail. Mais après, je dirais que ça dépend des personnes, ça dépend du contexte. Donc voilà, je dirais que c'est le contexte qui va guider à la fois l'intérêt de l'une et ou de l'autre, et puis sa mise en œuvre. Alors, ça fait aussi écho à une question qui revient plusieurs fois en fait sur finalement la pyramide des tests et quels sont les tests atteints et produits par l'ATDD visuel d'une part et par le BDD d'autre part, dans la pyramide Alors, des tests. bah, clairement, on est au-dessus des tests unitaires et on est globalement, je dirais que on va être un peu plus haut dans la pyramide avec la TDD visuelle et un petit peu plus bas, un peu plus atomique, y compris d'ailleurs, on pourra imaginer que certains tests BDD puissent être un peu moqués, avec des bouchonnages pour justement ne pas avoir une vision trop traversante, alors que la logique des parcours applicatifs, des tests, c'est d'être des tests applicatifs voire interapplicatifs. Donc, dans la pyramide des tests, je situerais l'ATDD visuel comme une pratique contributive de tests applicatifs et interapplicatifs, et le BDD, Gherkin, situé à un niveau plus atomique, avec des tests plus courts et des tests qui vont être plus ciblés sur un critère d'acceptation. Bien Mais d'ailleurs, évidemment, dans les... un de nos participants a dit, en fait, ces deux approches sont complémentaires dans un monde idéal. Point d'interrogation. Est-ce que Oui, tu es ça d'accord peut, avec hein, ça? tout à fait. Ça, bien sûr, bien sûr. Ça va vraiment dépendre, je dirais. En fait, lorsqu'on a des systèmes complexes, et la plupart d'entre vous avez des systèmes complexes, lorsqu'on a des processus métiers qui vont parfois être un peu en interdépendance, on a besoin d'avoir une vision un peu globale et on a besoin de traduire cette complexité sous une forme maîtrisée au travers des cas d'usage. Là, c'est voilà, la vision ATDD visuel, graphique est utile. On a aussi besoin de rentrer dans un détail fin de tel ou tel critère d'acceptation. Et effectivement, BDD Gherkin est un outil pour ça. Donc voilà, en fonction de
des contextes, l'un ou l'autre, et l'un et l'autre peuvent être utiles à l'équipe. Finalement, beaucoup de questions tournent autour de ce sujet. J'en ai une autre qui prend la chose un petit peu différemment, avec une terminologie un petit peu différente. Parcours applicatif pour la TDD, parcours utilisateur pour le BDD. Quelle est votre vision? Je ne dirais pas que le BDD fait un vrai parcours, en fait. Et c'est pas son... Parce que quand on pense parcours, parcours utilisateur, parcours applicatif, c'est finalement synonyme, hein. Donc, quand on a un parcours, finalement, ça veut dire que on va avoir, lorsqu'on est sur une application complexe, sur une application, on va avoir finalement un passage dans différents écrans, différentes situations. Donc, dans la plupart des cas, on n'est pas situé vraiment au niveau du parcours utilisateur. C'est-à-dire qu'on va être situé sur bah, un test en contexte. Hein, vous voyez sur l'exemple qu'on évoquait, là, sur l'exemple, finalement, c'est quatre scénarios BDD qui seraient réalisés sur l'exemple de bouton. Il y en a un qui ferait la création d'une demande. On verrait si la création a bien marché, une demande de déplacement. Une autre ferait la validation, une autre la demande de remboursement, et puis une autre ferait le remboursement. Et voilà, ça serait quatre scénarios différents qui ont des prérequis différents, qui peuvent être joués indépendamment des uns des autres. Mais vous voyez, ça ne fait pas un parcours au sens où on peut l'entendre dans ce workflow-là. Parce que avant de faire la demande de remboursement, il a fallu que j'ai déplacement. Après, voilà, hein, on peut voir de l'intérêt des deux côtés. Mais disons que la logique du workflow, c'est de montrer, c'est une logique de visualiser le workflow de façon en contexte, quoi, le parcours applicatif, alors qu'on va être plus localisé sur le BDD. Ok, on va prendre une dernière question, puisqu'on a dépassé déjà un petit peu les 3/4 d'heure qui étaient prévus. Une question qui dit: le BDD ne me semble efficace que si le langage a été bien normalisé au préalable. Keyword. À qui devrait revenir ce travail de normalisation? Au PO ou aux trois amigos? Ouais, c'est un travail supra compliqué, hein, parce que comme on est dans l'incrémentalité, qu'il peut y avoir une inflation finalement d'actions, de tests, c'est un sujet très compliqué. C'est-à-dire qu'il est difficile quand on est sur 300, 400 features ou actions, de pouvoir éviter le fait qu'on va avoir un peu de redondance, de s'y perdre un peu. Bon, les outils aident, hein, commencent à aider pour ça, les outils proposent, analysent des synonymes, mais c'est un des points de peine, clairement, hein, d'aller vers de l'inflation et d'avoir des difficultés finalement de factorisation. Voilà. D'ailleurs, je fais une aparté, mais côté Smart Esteem, on vous a parlé d'Orbiter, hein, qui est un outil justement de refactoring, mais qui vise à faire ça, c'est-à-dire en utilisant des techniques d'IA, à analyser différents mots d'action pour voir si on peut les factoriser. Et puis, on discute justement avec des outilleurs BDD qui sont intéressés à ce que cette IA-là, c'est-à-dire cette analyse, puisse permettre de factoriser un peu mieux le code BDD. Donc oui, c'est un sujet difficile à mesure qu'on augmente le nombre d'actions de test. Bon, allez, on s'en prend une petite dernière. Peut-on dire que l'ATDD, c'est pour la conception du plan de test visuel, du plan de test, et BDD, c'est pour son exécution en automatisation? Oh non, non, je crois pas, parce que en fait, la conception du plan de test au sens conditions de test, finalement, on va retrouver les conditions de test un peu des deux côtés. Donc, non, je dirais que
on a besoin d'avoir des tests applicatifs qui vont mettre en œuvre des cas d'usage. Des cas d'usage où effectivement il y a un enchaînement d'actions sur le système et qui ne soit pas que localisé. Et puis on a aussi, en particulier dans l'acceptation d'une user story, on a envie de tester ponctuellement, enfin pas ponctuellement, mais précisément tel et tel point de la user story. Donc, je ne dirais pas que c'est conception du plan de test et implémentation. Je dirais qu'on a besoin de tests applicatifs, voire interapplicatifs, par exemple dans l'agilité à l'échelle. Et on a besoin aussi de pouvoir, dans une itération, accepter une user story. Voilà. Et pour autant, dans nos régressions, vos tests applicatifs, ils sont indispensables parce qu'il se passe des choses lors du parcours applicatif. Donc, je dirais plutôt cette complémentarité-là. Très bien. Eh bien, on va clore ce webinaire. On vous remercie beaucoup de votre participation, très nombreuse aujourd'hui, et vous êtes restés jusqu'au bout des questions, alors même qu'on a dépassé le temps normalement imparti à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Il y en aura d'autres. Vous pouvez retrouver, comme l'a dit Bruno, un document, un article qu'il a écrit sur le sujet dans la taverne du testeur. Et puis, bien sûr, nous vous tiendrons au courant d'autres actualités liées à Smart Testing et à nos développements. Nous allons également vous envoyer le replay de ce webinaire, l'enregistrement de ce webinaire. Vous pourrez le retrouver et le diffuser à vos collègues si vous pensez que ça peut les intéresser. Encore merci à tous de votre participation et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.